faire une petite introduction très brève pour pas trop empiéter sur la partie purement technique charte. Voilà, pour vous présenter en deux mots le Technopôle et surtout faire le lien entre le Technopôle et ses spécificités et la partie charte chantier vert ou charte bonne pratique, tous les noms existent actuellement. Voilà, pour que vous ayez un peu en tête le contexte. Alors en deux mots, le Technopôle, donc c'est situé à Aix-en-Provence, entre Marseille, Aix, l'étang de Berre. Il est porté par un syndicat mixte, principalement financé par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, l'agglomération d'Aix et la région PACA à titre un peu accessoire, je dirais. Donc créé en 1991 autour de tout ce qui est thématique et champ de compétences liés à l'environnement. Que ce soit l'eau, les déchets, la gestion des risques, que ce soit inondation, feu de forêt, puisqu'on est une région assez sensible sur ces deux thématiques-là, les énergies renouvelables, l'éco-construction, et aussi la surveillance environnementale qui est liée au volet risque naturel. Donc on accueille actuellement à la fois un gros volet d'entreprises spécialisées sur ces thématiques-là, et aussi tout un campus thématique lié aux sciences de l'environnement, puisqu'on a une antenne de l'université d'Aix-Marseille qui est implantée sur notre site historique et qui travaille sur ces thématiques avec différents organismes ou laboratoires affiliés, que ce soit le CNRS, l'INRA, l'INERIS, le Collège de France, des instituts privés comme la FRB et des plateformes technologiques liées aux sciences de la Terre. Plusieurs structures d'innovation et donc actuellement 120 entreprises, 1200 emplois et quelques centaines de chercheurs et d'étudiants-chercheurs, surtout en dernier cycle. Donc sur notre périmètre qui fait 4000 hectares à peu près sur le périmètre d'intention, on a trois domaines. Le domaine historique, on va le voir, c'est le Petit Arbois qui fait à peu près 23 hectares avec un potentiel de 70 000 m² de bureaux, qui est vraiment le cœur du Technopôle, tout ce qui est recherche, création d'entreprise, développement, échange et école de compétitivité. Et deux domaines en cours de réflexion ou d'aménagement. La ZAC de la Gare, donc, pour ceux qui connaissent, autour de la gare TGV à Aix, puisque c'est un peu une gare Betterave, hein, c'est le nom qui était utilisé à une époque, où il n'y a pas grand chose autour. Et on essaie de développer un centre d'affaires dirigé vers nos thématiques qui nous tiennent à cœur sur l'environnement, avec du tertiaire essentiellement. Et un dernier domaine qui est en cours d'étude, qui a fait déjà l'objet d'une première tranche, qui est le domaine du tourisme, où là on est plus enclin à développer la partie bureau, labo, petit atelier de développement lié aux activités environnementales qui ont incubé ou qui se développent sur le Petit Arbois. Voilà, alors notre cœur de préoccupation aujourd'hui c'est le Petit Arbois sur lequel on est implanté historiquement. Donc pour la petite histoire, c'est l'ancien sanatorium qui a fermé dans les années, c'était en 88, qui a été construit dans les années 30. Vous voyez, on est vraiment immergé dans la nature, ce qui renvoie tout à l'heure à une préoccupation principale sur les chartes chantier vert. Donc on a vraiment développé cette approche chantier par rapport au contexte très, très local, très spécifique du Technopôle. Et donc pour vous donner une idée, actuellement il y a une vingtaine de bâtiments sur le site, à peu près 40 000 m² de surface, que ce soit des laboratoires, des bureaux ou quelques petits ateliers. Et donc sur ce site on essaye de développer un peu d'immobilier. La spécificité fait que on est totalement maître d'ouvrage de toutes les opérations de développement, que ce soit des projets de bâtiments. Là vous avez quelques exemples récents de projets qui ont été construits depuis 5-6 ans, mais aussi de tout ce qui est travaux extérieurs, aménagement extérieur, que ce soit l'aménagement de parking, d'aménagement d'espaces verts, travaux forestiers, puisqu'on est sur un domaine de 75 hectares actuellement sur la ZAC. Et pour faire le lien avec la partie, je dirais, purement charte, donc on est
au quotidien dans la partie technique, le gros du travail sur la maîtrise d'ouvrage, la désignation des maîtres d'œuvre, la passation de marché. Pour donner une idée des volumes, on est sur quasiment 2 marchés publics par mois l'année dernière, avec un travail avec plus de 100 entreprises sur le site en termes de relations contractuelles. Et on a l'année dernière généré à peu près 3,5 millions de dépenses en investissement sur le site, que ce soit pour des extensions de bâtiments ou de la maintenance, de l'entretien courant. Donc, des flux assez importants à notre échelle, ce qui entraîne aussi derrière des suivis et une intervention assez fine et assez importante au quotidien sur cette partie suivi chantier et suivi projet. Voilà, donc on est certifié ISO 14001 depuis 2001, ça Cyril en redira un mot. Et donc une charte chantier vert qui existe déjà depuis presque une dizaine d'années et que Cyril va vous présenter un peu en détail, sachant que notre présentation est un peu ciblée sur le retour critique qu'on peut nous en faire, l'autocritique qu'on peut en faire, parce que tout ne se passe pas forcément comme on le voudrait, comme tout projet ou toute démarche. Et avec le recul, on a fait un peu une remise en cause depuis ces derniers temps de cet outil, pour essayer de l'améliorer, de l'affiner au fil des projets et des chantiers qu'on a à mener sur notre domaine. Cyril va vous présenter la suite. Alors du coup, pour vous expliquer un peu l'historique qui a amené à la rédaction de cette charte, donc Christophe l'a bien dit, on est certifié depuis 2001, juin 2001. Pour nos activités d'études, aménagement, équipement, gestion, uniquement sur le domaine du Petit Arbois et pas sur les 2 autres opérations dont Christophe vous a parlé au début. Là je vous ai mis un peu 2 cartes de situation, alors on voit pas trop l'échelle, mais le rond rouge ça représente le domaine du Petit Arbois. Sur la carte du dessus ça représente tout ce qui est ZNIF type 1, type 2, zone Natura 2000, PIG, plan de protection de l'aigle de Bonelli, enfin c'est toutes les protections réglementaires au niveau nature qu'on va avoir sur ou à proximité immédiate du site, donc on est déjà énormément contraint. Et dessous, c'est des cartes qui sont des historiques de passage de feu depuis 15 ans. Donc au plus c'est rouge foncé, au plus ça a cramé ces dernières années, on pourrait dire. Donc on a aussi une problématique incendie qui est très forte dans le coin, et on est la bordure un peu urbanisée au niveau d'Aix, parce qu'après, au nord et à l'ouest du Petit Arbois, c'est le plateau du massif de l'Arbois qui est classé. Donc c'est un peu ces deux contraintes au niveau faune flore et au niveau risque incendie qui nous ont amenés dans le cadre de notre certification, entre autres, à faire une charte chantier vert depuis une dizaine d'années. Pour ceux dont l'entreprise est certifiée ou qui bossent un peu sur ISO 14001, nous au niveau de la maîtrise opérationnelle, on a plusieurs choses. Et pour réduire les impacts environnementaux de nos activités certifiées au niveau chantier, donc c'est vraiment sur la partie aménagement, donc études, conception, ça c'est autre chose. On a d'autres actions qui sont faites au niveau de la conception des bâtiments, par exemple, au niveau des démarches de gestion après des bâtiments, mais donc là on parle bien de la charte chantier vert, donc c'est le dernier point, qui parle uniquement de la construction, la phase construction des bâtiments. Et pas forcément, alors bâtiment et VRD. Après les autres types de chantiers, on n'est pas forcément soumis à cette charte. Donc historiquement, en 2002, donc ça commence à faire pas mal d'années, on a mis en place une première démarche de chantier vert pour la réhabilitation d'un bâtiment, donc c'est le bâtiment l'AENEC, qui aujourd'hui, donc c'était réhabilitation plus extension, donc il y avait environ 3000 m² de bâtiments existants historiques, donc comme vous disait Christophe, construit dans les années 30 pour un sanatorium. Et aujourd'hui, il fait 4500 m², donc il y a à peu près 1500 m² en extension. Donc pour 2002, c'était une démarche assez novatrice, on va dire. On avait un AMO environnement qui était dédié au suivi de cette opération. Et il y avait des actions assez spécifiques sur les travaux bruyants qui devaient être faits en horaire décalé, le soir et le week-end.
des huiles de décoffrage qui étaient stockées sur un bassin de rétention, c'est l'image qu'on a au milieu, pour la limitation des pollutions de proximité. La limitation des poussières, c'est la photo qu'on peut avoir à droite, où on a toute l'évacuation des déblais qui se fait dans une benne classique, mais qui est bâchée pour éviter l'envol de poussière de proximité. Et pour 2002, on avait déjà commencé à mettre en place des plans de tri de déchets. Donc c'est l'image qu'on voit tout à gauche, on a toute une zone d'approvisionnement, une zone de tri, donc on avait déjà commencé à mettre en place un petit peu tous ces types de démarches. Il y a un site qui a été d'ailleurs fait à l'époque, donc vous pourrez voir après sur le lien, le chantiervert.fr. C'est une association qui nous avait aidé un petit peu dans le montage de toute cette démarche et qui nous a aidé ensuite dans la rédaction de la charte Chantier Vert. Donc il y a tout un retour d'expérience, des fiches, des photos sur ce chantier de réhabilitation. Donc ça c'était en 2002, 2004, rédaction de la première charte Chantier Vert. Donc aujourd'hui on en est à la 4e révision, notamment parce qu'au début on avait mis énormément de références à la réglementation, mais la réglementation évoluant tout le temps, c'était des références qui étaient obsolètes, donc il fallait mettre à jour quasiment tous les mois, donc c'était un petit peu compliqué. Dans les grandes lignes, la charte n'a pas bougé, c'est plus dans le détail justement qu'on a mis des révisions, donc c'est pour ça que c'est la 4e mouture aujourd'hui qui est valide. 4 objectifs: limiter les risques et les nuisances qui sont causés aux riverains, parce que le site fait que tous les chantiers de construction qu'on peut avoir, on sera toujours à proximité d'un bâtiment qui est utilisé, qui est occupé soit par l'université, soit par des labos, enfin, donc on a toujours des contraintes au niveau des horaires de bureau. Limiter les risques sur la santé des ouvriers, limiter les pollutions de proximité durant le chantier, et limiter la quantité de déchets qui sera mis en décharge, et notamment en valorisant au maximum la réutilisation in situ des déchets qui seront produits, et surtout au niveau des déblais, des remblais, on essaie toujours d'équilibrer au maximum ces quantités. Donc 2004, c'était il y a 10 ans, première rédaction de la charte, et 2005, c'est les 2 photos qu'on a. C'est le premier bâtiment neuf qu'on a sorti sur le site. Donc Christophe, à l'heure, vous a dit qu'on en avait 5 qui avaient été construits en plus des bâtiments existants. Donc 2005, le premier chantier, le bâtiment neuf d'activité 1, et ça a été le premier chantier pour lequel on a appliqué donc cette charte du début à la fin. Et ici aussi avec un AMO qui avait été spécifiquement affecté au suivi de la bonne application de cette charte. Et on avait mis en place des solutions comme bac de décantation pour lavage du béton. Là c'est ce qu'on voit sur la photo du haut. Tous les camions et les bennes étaient lavés, et ensuite l'eau de lavage pouvait être décantée, ce qui faisait que d'un côté on pouvait évacuer l'eau qui était pompée, qui était quasiment claire, et de l'autre côté on avait des déchets inertes qui avaient sédimenté pendant la décantation. Donc ça nous permettait déjà de traiter ces pollutions-là. On avait mis en place une aire de retournement pour un plan de circulation justement pour les véhicules de chantier, pour éviter d'avoir à manœuvrer, d'avoir donc les bips des camions qui font les marches arrière en plein pendant la journée de travail. Donc ça avait été largement apprécié par le bâtiment qui était juste à côté, qui abrite une pépinière d'entreprise. Et on avait mis en place le tri des déchets, donc c'est ce qu'on peut voir sur la photo du dessous. On avait 5 filières, je crois, de tri à l'époque. Depuis cette construction initiale de 2005, enfin ce premier bâtiment neuf, on en a eu d'autres qui ont été construits, et ces dernières années, là je vous ai mis un petit historique des opérations pour lesquelles on a appliqué cette charte. Donc il y a du bâtiment neuf, en 2011 le bâtiment Poincaré, c'était à peu près 5000 m², 11,3 millions de travaux hors taxes. L'année dernière, la création de places de parking, donc là je vous ai mis pareil le montant de travaux uniquement, 520 000 à peu près hors taxes. L'extension du bâtiment Trocadéro, vous l'avez vu en photo tout à l'heure, il y avait 200 m², c'est ça si pas de bêtises. 200 m², 770 000 € hors taxes, et un chantier qui est en cours, le réaménagement de l'entrée du site, parce qu'on a un service de gardiennage, donc on réaménage un petit peu la grille des gardiens et les voies d'accès au site et les modalités de contrôle d'accès, 200 000 € environ. La photo qu'on voit à droite, c'était justement l'an dernier pour le chantier des parkings.
où, étant donné qu'on crée de nouvelles poches de parking, donc on travaillait beaucoup en espace naturel, et pas au milieu de bâtiments. Et donc tous les engins étaient stockés, c'est ce qu'on peut voir sur un système de bâches et de matériaux de ballast. Donc ils étaient stockés là la nuit, et quand ils devaient faire des manipulations, notamment le plein de gasoil et compagnie, parce que ça permettait en cas de déversement accidentel de produits ou de fuite, tout était absorbé par le ballast et on avait la bâche derrière, tout au fond de protection. Donc on limitait au maximum les pollutions comme ça sur le milieu naturel. Au niveau de la charte en elle-même, qui est largement disponible pour diffusion, hein, donc vous pourrez la récupérer soit à la fin de la présentation, soit après on peut se la transmettre par mail. Les modalités d'application de la charte, donc c'est une pièce qui est généralement contractuelle pour tout ce qui est marché de travaux chez nous. Donc après c'est adapté suivant la taille, l'implantation du chantier, mais c'est vraiment quelque chose qui est mis dès la consultation. Étant donné qu'on est soumis au Code des marchés publics, nous c'est une pièce qui est contractuelle dans le marché public. Au niveau des offres, les entreprises doivent toujours nous remettre un schéma d'organisation de plan d'assurance environnement et un schéma d'organisation de gestion des déchets. C'est-à-dire que dès la présentation de leur offre, ils doivent déjà nous décrire les modalités qu'ils mettront pour la gestion des déchets et plus généralement pour la gestion de l'assurance qualité au niveau de l'environnement tout au long du chantier. Donc au niveau sécurité aussi, au niveau gestion des fluides, au niveau social, s'ils ont des démarches sociales avec leurs ouvriers. Donc on leur demande dès la présentation des offres de réfléchir et de nous présenter toutes les modalités qui comptent mettre en œuvre s'ils sont retenus. On demande aussi, alors c'est toujours pareil suivant l'importance du marché, soit l'entreprise désigne un coordinateur environnement. Donc là c'est pareil, dès la présentation des offres, on leur demande de joindre le CV du coordinateur environnement qui sera désigné pour suivre tout le chantier. Ou si le marché est moins important, c'est le maître d'œuvre qui a ce suivi de la charte à faire. Donc voilà, ce que je vous disais, plan d'assurance environnement établi en amont au niveau de tout ce qui est qualité environnement durant le chantier. Dans la suite de la charte, on retrouve des exigences qui sont liées à la propreté et à la gestion des déchets. On demande toujours, quand on a un marché qui est alloti, que la charge de gestion et de propreté, gestion des déchets et propreté du chantier est à la charge de l'entreprise qui a le lot financièrement le plus important, et ensuite de voir s'ils font un compte pro rata ou comment ils gèrent les charges qui sont liées à tout ça. Ce qui fait que, pareil, on identifie donc dès le début le lot le plus important, et c'est dans ce lot-là où dès la consultation des entreprises, on va joindre tout ce qui est réglementation déchets, et on va demander à l'entreprise de répondre et de chiffrer sur toutes les modalités de gestion des déchets qu'elle mettra en œuvre durant le chantier. L'utilisation du feu est strictement interdit durant le chantier, mais après on l'autorise au cas par cas. Et c'est pour ça que dans la charte chantier vert, on retrouve aussi un permis feu type qui doit nous être adressé à chaque fois que l'entreprise compte utiliser ou compte faire des travaux qui nécessitent un permis feu. Ce qui n'empêche pas des entreprises de faire pendant l'été des barbecues entre midi et 2 ouais, voilà. pendant la pause. Ils disent oui, c'est pas des travaux qui font du feu, c'est entre midi et 2. On a surpris l'année dernière, et puis c'est hier où on a trouvé un barbecue qui était caché dans un coin de la Pinède. Donc c'est toujours le problème du suivi derrière de ces exigences. Et ce permis feu qui est obligatoirement signé, donc il nous le demande, donc nous on est au courant de suffisation du feu. C'est rattaché pareil à notre système ISO 14001 et aux situations d'urgence potentielles sur le site. Et après, selon les types d'environnement et de chantiers qui sont concernés, on aura des mesures spécifiques. Sur les mesures de bruit par exemple, si on est vraiment à proximité d'un bâtiment. Sur la gestion des poussières, pareil, alors si on est à l'automne ou à l'hiver et qu'il y a du terrassement, c'est peut-être moins problématique. Maintenant, faire du terrassement en plein été chez nous, ça soulève énormément de poussière.
Se pose ici la question de l'utilisation, parce que là, les deux photos qu'on a en bas, c'est de l'arrosage de chantier pendant les phases importantes de terrassement. On se pose toujours la question, est-ce qu'on arrose donc on consomme de l'eau et on a moins de poussière, ou est-ce qu'on n'arrose pas donc on consomme moins d'eau mais par contre on génère la poussière. Donc ça c'est un peu les questions auxquelles on est encore confronté aujourd'hui. On n'a pas la science infuse, on ne connaît pas aujourd'hui la réponse exacte, quel est le meilleur choix entre ces deux actions, économie d'eau ou limitation des poussières. On peut avoir aussi, c'était le cas des chantiers de parking, des actions au niveau de la protection de la faune et de la flore environnante, la protection des arbres notamment. On a pas mal de bosquets de chênes qui peuvent être assez remarquables sur le site, donc on va éviter de les atteindre. Et ça passe aussi par une optimisation de l'emprise du chantier selon l'endroit, donc toujours pareil, si on est en zone naturelle, on va essayer dès le début, dès le plan d'installation de chantier, et puis même voir en phase d'étude, voir comment réduire au maximum l'empreinte du chantier pour réduire l'impact sur l'environnement. Depuis quelques années maintenant, on oblige aussi, selon les travaux qui sont concernés, les entreprises à avoir des kits de traitement de pollution, donc c'est ce qu'on peut voir sur la droite. C'est notamment en cas de déversement d'hydrocarbures, on a des petits papiers absorbants ou des genres de boudins qui permettent de circonscrire les pollutions de proximité. Et donc maintenant, dans les baraques de chantier ou dans les zones de chantier, on a à chaque fois ces kits d'intervention qui sont imposés aux entreprises, donc on leur demande de l'avoir et puis on contrôle au fur et à mesure du chantier si on a toujours ce matériel qui est présent. Selon les matériaux utilisés, on demande aussi obligatoirement au niveau de la réponse aux appels d'offres de nous transmettre les fiches de données sécurité des produits qui vont être utilisés. Donc nous, ça nous permet d'anticiper les risques qu'on pourrait avoir en cas de pollution, d'anticiper du coup les moyens à mettre en œuvre derrière avec l'entreprise en cas de pollution. Donc c'est vraiment un travail qui est fait en amont. Et réduction à la source, donc ça c'est un petit peu moins sur la phase de chantier, mais en prescrivant d'utiliser des produits qui sont labellisés NF Environnement par exemple, ou un écolabel de ce type-là. On sait qu'on réduit les problématiques en cas de déversement accidentel de produits. Si je peux rester sur la photo. Sur la photo du bas, c'est assez intéressant parce que c'est un chantier en cours, et c'est un peu ça résume bien la problématique dont parlait Cyril, c'est bien circonscrire la zone d'emprise du chantier. Parce que là, on a fait du talutage pour faire une aire de dépose du courrier, et tout le talus après part dans la nature. En plus, à ce moment, on est sur toute la période de floraison des iris sauvages, enfin, c'est très, très joli. Et du coup, on y est quasiment tous les 2 jours pour vérifier si l'entreprise ne s'amuse pas à aller au-delà de ce qu'on avait défini avec eux. Le cheminement des engins aussi est contrôlé régulièrement. Les arbres dont on parlait tout à l'heure, alors il y a un exemple au fond, là, ils sont systématiquement protégés en début de chantier avant le terrassement, et les protections ont été enlevées, par exemple les 2 arbres qui restent, les 2 pins qui restent sur l'aire, qu'on n'a pas coupés, alors qu'à l'origine on devait les couper, ils ont été conservés, tout en état protégé pendant la phase chantier, et on a fait une grosse sensibilisation au démarrage en réunissant toute l'équipe du chantier pour vraiment les sensibiliser à ces 2 aspects, au-delà des aspects sécurité, puisqu'on était sur l'entrée principale du site. Au niveau du suivi, parce que ça avait été une remarque qui avait été régulière, parce qu'on a cette charte donc, qui est contractuelle, qui est vraiment signée entre l'entreprise et nous. Et donc on a mis en place depuis quelques mois maintenant des fiches de contrôle. Donc on a un exemple là à droite, donc là c'est toujours à remettre en parallèle avec notre certification ISO 14001. Ça nous permet d'avoir la preuve de l'application de cette démarche. C'est très simple, c'est juste un petit recto, on contrôle est-ce que le chantier est propre, est-ce que si on a imposé le tri, il y a les bennes de tri qui sont présentes, est-ce que le tri est bien fait si on a imposé le tri, est-ce qu'il y a des déchets brûlés, donc ce qui serait preuve d'utilisation du feu alors que c'est interdit. Donc toutes ces petites fiches qui se remplissent en même pas 2 minutes en tour de chantier, ça nous permet après d'avoir un historique, d'une part pour l'ISO et surtout aussi pour les sanctions. Parce que c'est la dernière partie de notre charte chantier vert.
Il faut bien avoir des sanctions au bout d'un moment. Donc après tout constat, on impose à l'entreprise de remettre en état, de remettre en conformité le défaut qui a été constaté sous 48 heures. Sinon, on applique une pénalité forfaitaire de 100 € par écart constaté. Donc, selon le type d'écart, selon le type de marché aussi et le montant, ça peut donc aller assez vite. Donc après, on adapte en fonction justement des montants qui sont concernés. Donc ça c'est toute la partie, les modalités un petit peu, les exigences qui sont incluses dans la charte. Maintenant on va voir un petit peu le retour qu'on peut avoir après, donc ça fait 10 ans qu'on a mis en place cette charte. On parle toujours du coût ou du surcoût de l'application d'une charte, d'une démarche chantier vert. En 2002, sur le chantier de réhabilitation et d'extension du bâtiment Laennec que je vous disais, ça va commencer à être chiffré. Donc on avait un surcoût de 3 000 € pour de l'huile de décoffrage végétal et puis la création des bacs de rétention et le curage de ces derniers pour tout ce qui était lavage des bétons. Tout le surcoût qui est lié à la gestion au tri des déchets, c'est dur de l'évaluer parce que derrière il y a aussi un gain pour l'entreprise qui peut mieux recycler, donc mieux revendre des matières. Donc c'est dur de faire les plus et moins sans un suivi très spécifique et très financier sur les déchets. Et puis comment évaluer le surcoût d'une charge chantier vert dans le cadre d'une démarche globale au niveau environnement. Donc nous, comme on vous disait au début, on est certifié sur les études, sur la conception des bâtiments, sur la gestion aussi, sur la démarche chantier vert, donc ça s'intègre totalement dans la démarche, donc c'est dur d'évaluer le surcoût de mise en œuvre de cette charte. Au niveau du critère environnemental dans les marchés, donc comme je vous disais, les entreprises doivent présenter dans leurs offres un schéma d'organisation pour les déchets et pour un plan d'assurance environnement. On a soit des boîtes qui sont déjà certifiées ISO 14001 elles-mêmes ou 9001, donc on a des démarches qui sont très cadrées, et dans ce cas il n'y a pas de souci. Mais plus souvent, on n'a pas ce type de boîte qui répond, donc on a un plan de gestion théorique qui est présenté au niveau de l'offre, c'est très bien, tout le monde a le même en général, donc ça devient dur déjà à départager les offres, et après en pratique à mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué entre la théorie du tri des déchets sur chantier et la pratique. On peut voir une première photo à droite, des belles coulées de béton qui avait été balancé dans la nature. Et donc voilà, la gestion des déchets, c'est toujours assez problématique pour nous. Là c'est les photos, à droite c'est le chantier du bâtiment Poincaré en 2011 et à gauche c'est l'extension du Trocadéro l'an dernier. Pour la gestion des déchets, en fait, on s'est aperçu qu'il fallait énormément anticiper les quantités. Tout le tas de cartons qu'on voit, c'est que sur le bâtiment Poincaré, on a 750 mètres carrés à peu près de photovoltaïque en toiture. On n'avait pas anticipé la livraison des panneaux. Du jour au lendemain, on a eu un camion entier qui est venu décharger tous les panneaux. Donc on s'est retrouvé avec tous les emballages carton des panneaux sur les bras. Donc maintenant, ça nous sert et puis donc on pense à anticiper un peu les livraisons de ce type-là. Et puis sur le chantier du Trocadéro, on voit juste que c'était un tri qui n'était pas du tout appliqué, donc le tri n'était pas suivi et on retrouvait tout et n'importe quoi dans les bacs de déchets. C'est non seulement le tri qui n'était pas appliqué par l'entreprise et aussi le fait que les bennes soient devenues, du fait de leur localisation, un peu la déchetterie du site, où en gros les gens qui faisaient des travaux de temps en temps le week-end, le lundi matin, venaient plus tôt et jetaient leur WC, leur bac de douche dans les bennes. Voilà. Voilà, sur la mise en œuvre de la charte, on va enfoncer un peu des portes ouvertes, mais c'est vraiment le constat fort, c'est donc nécessité d'impliquer tous les acteurs du chantier, parce que le facteur humain est très important au-delà de toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir sur le papier. Et là, je pointerai surtout le rôle du maître d'œuvre, l'architecte ou la personne qui suit techniquement l'opération de VRD, et le rôle du conducteur de travaux de l'entreprise qui fait le gros œuvre ou qui a le lot principal. Le maître d'œuvre, j'en parle en 2 mots. Sur le dernier chantier qu'on a mené, on a un maître d'œuvre, un architecte qui a fait un bâtiment qui est sur le plan environnemental très très bien, très performant, tout en bois, mais qui sur l'aspect chantier était complètement absent de ce volet-là.
donc on avait vraiment la déconnexion entre le bâtiment, l'objet architectural et ce qui se passait autour et sur le chantier en termes environnemental. Donc là aussi, essayer de sensibiliser le maître d'œuvre au maximum en amont, sachant que là en plus il était associé d'un bureau d'études privé qui n'était pas forcément lui non plus très sensibilisé à ces aspects-là. Voilà. Conducteur de travaux, on peut avoir des situations très variées où on a aussi bien dans des gros groupes des gens qui maintenant sont formés, sensibilisés. Donc il faut faire un gros point en début de chantier avec eux, puis ça se passe bien. Après, on a, comme ça a été le cas sur les photos que vous avez, des petites entreprises locales qui, elles, sont plus dilettants et moins attentifs à tout ça, et où il faut batailler au quotidien avec elles pour faire améliorer les choses. Voilà, la charte, il faut qu'elle soit aussi adaptée en fonction du chantier, que ce soit par sa taille, sa nature, l'organisation, la logistique par rapport aux livraisons, aux spécificités de ces livraisons. Donc ça devient, la charte théorique qu'on a sur le papier est un peu aléatoire en fonction des chantiers qu'on mène. C'est pour ça que là on essaie de la restreindre vraiment sur les gros chantiers, les plus gros chantiers du site. Et puis la petite confusion qu'on avait tendance à faire depuis quelques temps, enfin pas mal de temps, c'était un peu à la fois la charte chantier vert et nos critères environnementaux qu'on impliquait dans nos marchés publics. On avait des fiches types d'exigences environnementales qu'on imposait aux entreprises, que ce soit pour les travaux, les fournitures, les services et les études. Et là aussi, il y avait un peu confusion déjà entre les deux. Et systématiquement, on le mettait dans nos dossiers consultations. Ce qui nous a fait reprendre un peu cette position et réfléchir un peu à tout ça dernièrement. Où du coup, on avait des fiches techniques qui étaient standardisées, très généralistes, en matière d'exigences environnementales, et qu'on a quasiment enlevé depuis quelques mois de nos appels d'offres, pour plutôt se concentrer à la fois sur la charte chantier vert en matière de travaux, quand le chantier le nécessitait, et travailler un peu dans la dentelle sur les exigences en fonction des appels d'offres et des prestations qu'on attendait des entreprises. Et puis les quelques points sur lesquels il faut vraiment qu'on développe et qu'on approfondisse les choses, vous l'avez vu sur tout ce qui est tri, valorisation des déchets, gestion des déchets, l'information et la sensibilisation durant le chantier des intervenants, et aussi le suivi en matière de suivi de cette charte avec les moyens qu'on a et le temps qu'on a pour faire ce suivi.